Le 1er août 2023 restera à jamais une date gravée, importante dans l'histoire immatérielle de la Côte d'Ivoire. En effet, nous quittait le président Henri Konan Bédié. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Une émission essentiellement consacrée à la vie de ce grand homme. Nous prenons place et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Et comme à l'accoutumée, pour parler donc de tous les sujets, et surtout de ce sujet-là, Herman Aboua est encore avec nous. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers amis sur le plateau. Daouda, bonsoir. Bonsoir à tous et surtout, bonne fête des Pentecôtes. C'est cela. Merci beaucoup. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et des téléspectatrices. Alors, je le disais donc à l'entame de ce temps d'antenne, nous allons donc rendre hommage au président, à feu le président Henri Konan Bédié. Justement, hier, les obsèques officielles donc ont démarré et le gouvernement ivoirien et la classe politique ont été au chevet de la famille éplorée. Le Premier ministre ivoirien Begré Mambé, à la tête d'une forte délégation de ministres, a présenté ce dimanche 24 mai, au nom du président de la République Alassane Ouattara, il a présenté donc les condoléances du gouvernement à la famille du président Henri Konan Bédié. Messieurs, nous allons donc parler de l'homme, de ses valeurs. C'est plutôt Daouda, le dimanche 19 mai. 19 mai, voilà. Daouda, commençons donc à parler de l'homme. Que retenir au total d'Henri Konan Bédié? Qui est-il? Vraiment, avant tout propos, encore Yako à toute la Côte d'Ivoire et à sa famille biologique et politique. Henri Konan Bédié, c'est un parcours exceptionnel au service de l'État de Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié, avant d'être président, c'était un économiste de renom qui a joué un rôle important dans ce pays en tant que ministre des Affaires économiques et financières. Mais Henri Konan Bédié, c'était avant tout un homme d'État accompli, qui a gravi les échelons du pouvoir pas après pas. Premier ambassadeur aux États-Unis pour le compte de la Côte d'Ivoire, ministre de l'économie et des finances, président de l'Assemblée nationale. Et puis, en 1993, il prend le pouvoir à la suite du décès du père fondateur de la nation, Félix Houphouët-Boigny, en vertu de l'article 11 de la Constitution. Donc, au-delà de tout ce que je viens de dire, Henri Konan Bédié, il faut le dire, c'est un homme résilient qui savait mettre un pas après l'autre. Parce que malgré le coup d'État dont il a été victime en 1999, l'homme ne s'est jamais apitoyé sur son sort. Il a toujours mis l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Pour ceux qui s'en souviennent, Henri Konan Bédié s'est même excusé auprès des Ivoiriens pour dire qu'il n'a pas été à la hauteur pour les protéger en 1999 et il leur demande pardon pour tout ce qui est arrivé. Ça, c'est la marque des hommes d'État. Surmonter ses propres frustrations, sa propre douleur pour l'amour du pays. Comme je le disais tout à l'heure, ça, c'était aimer Henri Konan Bédié. Merci beaucoup, Daouda. Merci beaucoup. Marius Komoé, parlant des valeurs, Daouda a marqué un point très important. Il a dit la résilience de l'homme après tout ce qui s'est passé, surtout en 1999, ce coup d'État-là. Est-ce qu'au niveau des valeurs, vous avez autre chose à nous dire pour mieux éclairer nos lanternes? Alors, père de 4 enfants, Henri Konan Bédié portait de grandes valeurs qu'il a d'ailleurs enseignées, inculquées à ses progénitures, à ses enfants, dont Jean-Luc Bédié, Patrick Bédié, Lucette Bédié et Isabelle Bédié. Il avait donc 2 fils et 2 filles. Il leur a inculqué donc des valeurs de conviction, de fidélité, à leurs engagements. Et Henri Konan Bédié, c'est un homme loyal qui a servi le président Houphouët-Boigny pendant toute la carrière politique qu'il a connue. Et jusqu'à la fin tragique du premier président qu'a connu la Côte d'Ivoire, M. Bédié jamais n'a posé un acte de trahison vis-à-vis de celui qui a été le premier président de la République. Il est resté extrêmement fidèle. Et cette fidélité, ce calme, pour ne pas dire ce mutisme, il a bel et bien inculqué à ses enfants, comme l'a fait son prédécesseur, le président Houphouët-Boigny, qui a inculqué des valeurs de discrétion, c'est le mot, à ses enfants, que fut
Guillaume Oufouette et autres. Mais aujourd'hui, quand vous regardez Patrick Bédié, vous regardez Lucette Bédié, Isabelle Bédié et Jean-Luc Bédié, c'est des jeunes, c'est des cadres ivoiriens, tant au niveau de ces filles que de ces garçons, qui vivent en Côte d'Ivoire pour la plupart et qui sont totalement méconnus des Ivoiriens. Ils ne se mêlent pas de... Ils sont très loin des chapelles politiques. Exactement, ils ne se mêlent pas des chapelles politiques. Ils restent très discrets, mais efficaces au service de la nation, puisqu'ils exercent à divers titres à des fonctions importantes au niveau national. Et pour vous, en tant qu'homme d'État, le fait qu'on éduque les enfants de cette façon, les éduquer loin de la politique, qu'ils fassent donc ce qu'ils ont à faire dans le respect des autres et de leur famille, pour vous, c'est important pour un homme d'État? Mais c'est très important. D'ailleurs, le président Ouattara n'est pas en reste. On constate bel et bien que lui aussi, ses enfants sont très loin des chapelles politiques, des remous sociaux que nous connaissons au plan politique, tant au niveau de son fils que de ses filles. Et donc, c'est une très bonne marque, c'est de très bonne valeur que chaque leader politique en Côte d'Ivoire a inculqué à ses progénitures, de sorte à ce que, même n'étant plus dans l'arène politique, les enfants restent toujours loin des champs politiques pour préserver justement l'héritage familial. Très bien. Herman, au total, sur les valeurs, avez-vous des points précis, vous, qui vous marquent et qui resteront gravés dans votre mémoire? Je pense qu'au-delà de tout ce que mes confrères ont dit et que je soutiens, enfin que je prends aussi pour moi, il y a aussi ce modèle d'époux qui a été Henri Aimé Konan Bédié. En 1953, il était élève au collège moderne de Guy c'est là qu'il rencontre Beaumont Kwazan, Henriette Beaumont Kwazan. Dans son autobiographie, c'est lui-même qui l'a décrit, hein, je vais le citer. Elle est timide et jolie comme une biche royale. Voilà, sa beauté m'avait captivé dès le premier jour. La gentillesse de sa famille aussi. Bon, on constate que au-delà des qualités qu'il trouvait à sa femme, c'était important pour lui que la famille de sa femme l'apprécie. Et il avait un profond respect et surtout un grand amour pour sa femme. Lors de son baptême, à la faveur de son baptême, il a même fait ajouter le nom Henri en référence à Henriette que portait sa femme. Donc vous voyez pour quelle place Henriette Konan Bédié occupe dans le cœur de Henri Konan Bédié, qui est finalement un époux assez modèle. Et on sait par moment que lorsqu'il était en bisbille, par exemple, à la suite de la crise post-électorale de 2020, en bisbille avec son compagnon, on pourrait le dire, pour le RHDP, en 2020, il s'est trouvé que lorsque ça devait réchauffer leur relation, c'était Dominique Ouattara et Henri Konan Bédié qui sont croisés d'abord pour montrer ce rapprochement avant que leurs époux ne suivent. Moi, je pense qu'il avait quand même un profond respect pour elle. Et pour terminer, il y a une petite anecdote. Lors du 3e anniversaire de la paix politique de Daoukro, on rappelle qu'il était, lui, le premier, un des grands artisans du RHDP avec l'appel de Daoukro. Et lorsqu'il faisait en ce moment-là le 3e anniversaire, il a pour évoquer sa femme, il a terminé ses propos, que son épouse adorée est une source d'inspiration intarissable. Je m'arrête là, vous comprenez un peu, et partout, on n'a pas connu de façon, je veux dire, publique, d'autres compagnes à Henri Konan Bédié. Il y avait un respect. Il y avait vraiment un respect. Moi, je pense qu'il connaissait le sens de l'amour avec son idylle avec Mme Henri Konan Bédié. Il connaissait le sens de l'amour de son idylle avec Mme Henri Konan Bédié. Et justement, j'aimerais, pour vous, en tant qu'observateur de la chose politique, ça vous parle comment? Qu'est-ce que cela appelle de vous comme commentaire? Qu'un homme politique expose aussi sa femme, expose tant d'amour, de respect. Pour vous, en tant qu'observateur, c'est important pour un politique? Oui, moi je pense que c'est important. Et lorsque l'homme politique, il place la femme, son épouse, au cœur de son dispositif. Pas au cœur de son dispositif, parce qu'elle a été tout de même discrète, loin de ses affaires politiques. Les gens la voyaient quand ils partaient voir Henri Konan Bédié chez lui. Elle venait comme la femme à la tâche, elle servait, elle rendait service, elle faisait la femme, mais c'était loin de là. Ses affaires politiques, peut-être dans la chambre, dans la discussion de la chambre, l'intimité de la chambre, elle donnait peut-être des conseils, mais jamais publiquement qu'elle ait pris une position politique pour soit encourager ou entacher
l'action de son Et vous mari. appréciez cela? Oui, ça c'est très important. Élisée Boloube, qu'est-ce que vous retenez comme valeur de l'homme? Déjà, après tout ce que mes prédictions ont dit, vraiment, je pense qu'une grande partie de ce que je voulais dire a été déjà évoquée. On ne pouvait pas parler du président Henri Konan Bédié sans parler du fait que c'est un homme d'État, comme Daouda le disait, un homme d'État vraiment accompli. Moi, je veux vraiment revenir sur des faits qui, pour moi, ont été des faits assez importants. Quand je vois déjà le dénouement de la crise post-électorale, on voit le rôle qu'Henri Konan Bédié a joué dans cette situation politique qui était vraiment un peu tendue. Comment est-ce qu'il est resté, comme lui-même l'a dit, auprès de son frère avec qui il a tissé une alliance. Ça montrait déjà vraiment cette fidélité, cette loyauté. Je me rappelle d'une anecdote que le président Ouattara disait quand ils étaient au Golfe. Il lui a dit, grand frère, la situation est tendue, on va te mettre en sécurité, tu vas partir à Daoukro ou bien hors du pays. Il a dit, petit frère, on est ensemble, je resterai avec toi, ce qui arrivera, arrivera. C'est dit quelque part que c'est ça la force d'un homme. Quand il donne sa parole, il maintient sa parole. Et je pense que peut-être c'est l'une des choses aussi qu'il a un peu reproché et qui a été à la base de la discorde avec le RHDP parce qu'il estimait qu'on lui avait donné une parole qu'on n'avait pas respectée. Donc, c'est des valeurs pour moi qui sont importantes quand on est homme politique. Et quand on a une certaine responsabilité dans l'État, la parole est sacrée. On ne parle pas juste parce qu'on a envie de parler. Mais quand on parle, il faut qu'on soit en mesure d'assumer ce qu'on a dit. Et c'est ce que Henri Konan Bédié a toujours fait. Il a fait ce qu'il a dit. Parfois, c'était contre le gré de plusieurs, mais ce qui est sûr, on ne lui déniera pas le fait qu'il faisait ce qu'il disait. Et ça, c'est des valeurs qui, pour moi, sont des valeurs importantes. À côté de ça, excusez-moi, je rebondis juste rapidement sur ce que Herman a dit et les autres ont dit, la famille. Moi, je pense que... C'était la question que j'avais pour vous. Vraiment, il nous a montré que la famille est sacrée. Exactement. La famille, c'est la valeur de toute société. Une société ne se construit pas en dehors de la famille. C'est dans la famille que commence la société. Et quand vous regardez, que ce soit Henri Konan Bédié, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit un certain nombre d'acteurs politiques d'une certaine époque, vous voyez un peu comment ils construisent leur famille. Vous comprenez d'où est venue la stabilité de notre pays sur du long terme. Mais comment justement ils y sont arrivés? Ben, je pense que c'est parce que quelque part, ils ont compris que dans un premier temps, qu'ils ne peuvent pas construire une nation ou ne peuvent pas bâtir une nation si déjà l'élément cellulaire de la nation, c'est-à-dire la famille, n'est pas stable. Pour le président Bédié, on a vu que ses enfants étaient loin de la chose politique. On ne les a jamais vus animer des meetings, ni porter une certaine bannière politique ou faire des prises de position. Comment est-ce que l'homme d'État, justement, dans sa famille, arrive à faire cette séparation-là? Non, parce que je pense que... Et après, on va écouter Daouda. Oui, d'accord, bon. Non, allez-y, D'accord, moi je pense dans un premier temps que c'est un choix. C'est un choix déjà, c'est un choix éducationnel du parent. Il connaît, ils savent qu'on est dans un milieu où on peut recevoir un ensemble de coups. C'est ça. Toi, en tant que parent, qu'est-ce que tu veux pour ton enfant? Tu veux le protéger au maximum. Lui permettre aussi quelque part de pouvoir tracer son chemin. C'est important. Lui apporter l'encadrement qu'il faut pour qu'il construise sa voie. Et je pense que c'est ce qui les a animés. Quand vous regardez les acteurs politiques vraiment de leur époque, même aujourd'hui, quand vous regardez la constitution de ces familles, vous comprenez d'où venait cette solidité de la Côte d'Ivoire. Voilà, de la Côte d'Ivoire, cette stabilité-là. Elle tirait son essence vraiment de la famille. Et aujourd'hui, vraiment, moi, je pense que tout le monde doit revenir à ça. Si on veut que notre société se stabilise. Daouda, pour la même question, Elisa a essayé, il a dit ils vont donc essayer de faire une séparation, je ne dirais pas de pouvoir au niveau de la famille, mais comment en tant que chef d'État, on arrive à dire à ses enfants, non, moi, je voudrais être seul sur la place politique, vous, dans le secret, dans la discrétion? Non, moi je ne dirais pas qu'il leur impose ou bien il leur dit d'aller là, à gauche ou à droite. Chaque enfant est libre de choisir. Ici, par exemple, prenons le cas du PPACI, où Michel Gbagbo est en politique. Il a envie de rentrer en politique. Il est professeur d'université, il a envie de faire de la politique. Son père ne peut pas l'en empêcher, en fait. Donc, au niveau d'Henri Konan Bédié, peut-être que ses enfants ne se sont pas intéressés vraiment à la politique. Mais ce qui est important pour moi, c'est l'attitude de Mme Henriette Konan Bédié, qui, durant tout le parcours de Henri Konan Bédié, est toujours, pas qu'elle est totalement restée dans l'ombre, mais elle était le backdoor de Henri Konan Bédié. Elle a fait quand elle était première dame, elle a fait sa fondation Servir pour aider les enfants et autres, ça et là. Mais après, on ne la voit pas partout, en même temps, s'immiscer dans la vie politique. C'est-à-dire partout en même temps s'immiscer. Quand je dis prendre la parole publique sur la question, les sujets chauds de la vie publique de la nation, pour parler, parce que finalement, en tant que citoyen, on se pose la question, entre Henri Konan, si le président doit parler, que la femme aussi doit parler, qui dirige le pays? Qui dirige la nation?
La femme n'a pour pas qui le droit de parler On d'Aouda. n'a pas dit qu'elle n'a pas le droit de parler, mais je pense que les Ivoiriens n'ont pas voté pour la femme. Les Ivoiriens ont voté pour Henri Ils Konan n'ont pas Bédié. voté un couple. Ils n'ont pas voté un couple, ils ont voté une seule personne. Celui pour qui les Ivoiriens ont voté, c'est Henri Konan Bédié. C'est lui qu'on veut entendre sur certaines questions. Maintenant, il y a d'autres questions sur lesquelles elle peut parler. Mais là, elle est restée en back-office. Même regardez, après le décès de Henri Konan Bédié. Mais on a même débattu sur ce plateau. Beaucoup d'observateurs ont pensé que ça allait être le cataclysme au niveau du PDCI. Mais ça n'a pas été le cataclysme. Le parti s'est très bien comporté. Ils ont élu leur président. Mais est-ce que vous avez entendu à un seul moment Mme Henriette Konan Bédié lever la voix? Donner un point de vue. Un point de vue sur Politique, l'élection voilà. de Tidjam Thiam. On n'a pas entendu. Et ça, vous le respectez? Franchement, ça m'a profondément touché. Parce que sous d'autres cieux, on allait voir les gens Très bien. parler comme ils le sentent. Très bien, on ne va pas faire de comparaison. On est en Non, train de pleurer. aucune comparaison. D'accord. Oui. Marius voulait donc avoir la parole pour un mot, allez-y. Non, je rappelle également que M. Bédié, dans les années 70-80, a été d'abord un patriote, un nationaliste hors du commun. Et dans les années 70-80, c'est celui-là même qui a initié les premiers supermarchés que la Côte d'Ivoire avait véritablement Les connus, chaînes avions, les chaînes PAC et autres chaînes avions, où nos parents, pour nos dévanciers, allaient y prendre donc Les fameuses chaussures Bata. les chaussures Bata pour aller à l'école. À l'époque, c'est dans ces différents supermarchés que l'on partait s'approvisionner en livres scolaires, en cahiers et autres. Donc, c'est quelqu'un qui avait vraiment une idée claire, c'était un visionnaire, qui était un modèle pour sa famille et pour son camp politique. Très bien. Alors, donc, on le disait hier, dimanche, le gouvernement ivoirien, la classe politique, sont allés dire Yako à la famille. Quelques réactions d'Aouda? Je pense que c'est la suite logique, c'est la suite logique de la chose, parce que à l'annonce du décès du président Henri Konan Bédié, je pense qu'on l'a tous vu, hein, lorsque le président et sa femme sont partis, C'est ça. il y a une image qui m'a véritablement marqué. Oui, laquelle? C'est l'étreinte de Mme Henri Konan Bédié vis-à-vis du président. Quand tu la vois serrer le président dans ses bras, tu te rends compte qu'au-delà de l'adversité politique qu'il y avait entre les deux Il y a hommes, un véritable mais il y lien. avait une véritable fraternité qui existait. Parce que quand tu vois l'épouse de ton adversaire politique te tenir, te serrer dans les bras comme ça, c'est-à-dire qu'ils étaient très proches. Et c'est pour dire aux uns aux autres qu'on peut faire de la politique autrement. On peut ne pas être d'accord, mais c'est pas, malgré tout, continuer à vivre ensemble et à être des humains. Très bien. Herman? Bon, je voulais d'abord ajouter une chose sur les qualités de sa femme. Hein. On sait bien que, comme Daouda l'avait décrit tout à l'heure, elle n'était pas baronne gouvernante de la cour présidentielle. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'on sait que dans certaines situations, la femme d'un chef de l'État, le rôle de première dame, il y en a qui prennent vraiment ça à cœur. Elle était là vraiment pour le service, en train d'aider son mari dans l'accueil des visites. Enfin, vraiment pour le service en tant que l'apparat de première dame et non pas après dans les coups politiciens. Il faudrait qu'on le souligne. Moi, je pense que là, Henri Konan Bédié, il n'est pas que président du PDCRDA. Et on l'a rappelé ici, il a été ambassadeur de ce pays. Exactement. Il a été ministre de l'économie et des finances. Très il a jeune. été président de l'Assemblée nationale, Ambassadeur, donc dauphin constitutionnel. Il a été après président de la République. Donc, toutes ces qualités-là, c'est tout à fait normal qu'au-delà du jeu politique, aujourd'hui, le deuil du PDCRDA, le deuil de la famille biologique d'Aimé Henri Konan Bédié, c'est le deuil de toute la Côte d'Ivoire. Moi, je me souviens, en 1993, quand le président Oufoué avait trépassé, on a vu, elle est passée de la vie à trépas, on a vu cette liesse, et j'espère que ça sera pareil, et avec tout le programme qu'on voit, tout le pays était mobilisé pour Oufoué. Même ses opposants ont versé des larmes. Donc je veux dire que lorsque un homme politique imprime sa marque, au-delà de la trempe du président Bédié, imprime sa marque et participe à la formation, à la fondation de l'édification d'une nation, c'est tout à fait normal, quelles que soient les divergences politiques, que tout le monde s'y mette. Aujourd'hui, le deuil, c'est nous tous. Vous voyez bien qu'on connaît certainement dans son parcours, il y a des points noirs, mais ce n'est pas le moment de l'évoquer parce que ce qu'on doit retenir de l'homme, ce sont ses qualités et ce qu'il a pu imprimer, sa marque qu'il a pu imprimer à la nation. Alors, je voudrais justement dire aux téléspectateurs, si vous avez un mot à la mémoire donc, du président Bédié, n'hésitez pas à nous appeler, donc 98 070, le téléphone est ouvert.
vous voulez dire quelque chose, il vous a marqué, il a marqué la Côte d'Ivoire. Vous avez vécu cette période de chaussures Bata ou des chaînes Pâques ou Avillon, ça vous a marqué. Dans tous les cas, dites un mot à la mémoire de l'illustre disparu, le téléphone est ouvert. Marius Komoé, l'homme d'État, jeune ambassadeur à l'âge de 26 ans, déjà aux Nations Unies, responsabilisé très tôt pour la Côte d'Ivoire. Oui, à l'époque, le président Houphouët-Boigny visait justement la responsabilisation d'une classe d'élite d'Ivoiriens que le président Houphouët-Boigny a dû envoyer donc, dans des instances internationales. Et on se rappelle encore de l'aventure 46, Bien sûr. où vous avez compté parmi ceux qui étaient partis, M. Laurent Dona Fologo et Auguste Miromont et bien d'autres. Ils sont revenus par la suite. Kakou, qui a commencé Exactement, donc les ils sont tours revenus tous après être des responsables, des cadres, parce qu'il fallait justement former nos cadres et les responsabiliser au niveau national, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire dispose de main-d'œuvre qualifiante au niveau local pour pouvoir amorcer son développement, puisque nous venons d'accéder à l'indépendance. Mais aujourd'hui, eh bien, ce processus devrait se poursuivre avec la formation à tous les niveaux de nos élites, la formation à tous les niveaux de nos jeunes étudiants, de sorte à ce que l'État dispose de véritables main-d'œuvre locales pour la transformation de nos matières premières. Et ça, le président Henri Konan Bédié, dans les 12 chantiers d'Afrique, dans les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, envisageait mettre cette politique en œuvre. Malheureusement, le renversement qu'il a connu en 1999 ne lui a pas permis d'honorer cet engagement. Élisée Boloubeu, l'homme d'État, comme je l'ai dit, très tôt responsabilisé, mais qui a suivi avec beaucoup de résilience et de diligence et surtout de respect les directions que lui donnait donc feu le président Félix Houphouët-Boigny, sans se plaindre, sans jamais parler trop, il y a jamais eu un mot de trop, toujours dans l'obéissance de son mentor, on va le dire ainsi. Moi, je pense que c'est une très bonne chose de rappeler qu'il a eu ces importantes fonctions-là assez tôt. Parce que peut-être dans l'entendement de plusieurs, ceux qui sont nés certainement après les années 90 ou les années 2000, penseraient que pour occuper un certain nombre de responsabilités en Côte d'Ivoire, il faut avoir un certain âge. Exactement. Parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de voir maintenant, est-ce qu'on a sur la place. Mais c'est pour dire que non, quand tu fais preuve déjà de responsabilité, toi-même étant jeune, tu fais preuve de grandeur d'esprit, tu montres que tu as cette compétence-là, même quel que soit l'âge, on peut te confier un certain nombre de responsabilités. Et je veux que ce que Oufou a fait à l'endroit du président Bédié soit vraiment quelque chose qui catalyse ou du moins qui serve d'exemple à nos hommes politiques aujourd'hui, à nos leaders, à nos responsables, qu'on comprenne que quand un jeune arrive à montrer toute sa maturité, sa responsabilité, qu'on lui confie des responsabilités, l'État c'est une continuité. Il a fallu un moment qu'il faut prendre cette décision. Et il a bien fait, parce qu'à 26 ans, il envoie ambassadeur, après ministre, après président de l'Assemblée nationale. On voit qu'il finit chef d'État. À supposer qu'il n'ait pas fait ce parcours, dans sa mandature, dans sa gestion, on aurait senti quelques failles. Donc c'est important à un moment donné que nous, en tant que jeunes, ces éléments-là nous inspirent et qu'on se dise que on n'a pas besoin d'être vieux pour avoir un certain nombre de responsabilités. Mais il faut que nous-mêmes, on donne le courage à ceux-là qui décident de pouvoir nous positionner par rapport à notre responsabilité. C'est déjà la première chose. Mais la seconde chose encore que je note au niveau du président Bédié et qui pour moi est fondamentale, c'est-à-dire il faut toujours avoir en esprit de pouvoir marquer son empreinte quand Démon ne sera pas là. De façon positive, c'est important. Comme Herman l'a dit, je le soutiens, tout n'a forcément pas été rose de la vie du président Bédié. Mais si on veut mettre dans une balance ce que le président Bédié a réalisé de son vivant, ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire est largement au-dessus de ce qu'on peut lui reprocher en réalité. Donc, quelque part, c'est ce qui doit nous guider, nous, en tant qu'hommes. Parce que quand tu pars après demain, c'est ces actes-là qui parlent pour toi. Voilà, c'est ces actes-là qui parlent pour toi. Si aujourd'hui nous sommes sur un plateau en train d'évoquer le président Bédié et tout ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas des choses qu'on a inventées, c'est des facts, c'est factuel. Donc c'est important, quand on est encore sur terre, de poser des actes qui parleront pour nous et qui seront là pour rendre hommage à notre passé. C'est important. Très bien. Nous allons partir, Marius, un instant, on va partir à Korogo pour écouter M. Konan Herman. M. Konan, bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre mot à la mémoire du président Bédié. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ok, mon message. Allô? Oui, on vous écoute. Par contre, oui, ce que j'ai retenu de ce grand homme, c'est que c'est un homme de paix.
de toute son existence, il a toujours promis la paix. La dernière fois, quelque chose m'a marqué, la dernière fois étant à Yamoussoukro, où on décernait le trophée des prix Nobel de la paix, je pense bien que je ne me trompe pas, Oui. à la dame allemande. Oui, oui, Angela Il a Merkel. promis- il a- oui, Oh my goodness. C'est coupé. Ok, c'est pas grave, mais on retient qu'il a dit c'est un homme de paix Ouais. et il rappelait un peu voulais- les faits. voulais- Marius Ok, voulait la allez-y, parole, on va je- avec Marius et on revient vers vous. Non, non, Marius. non, c'était juste pour compléter ce que disait naturellement Élisée, Oui. lorsqu'il parlait donc des réflexions et autres compétences de l'illustre disparu. Je voudrais rappeler que M. Henri Konan Bédié est auteur d'un livre, Les chemins de ma Les vie. chemins de ma vie, dans lequel justement, qu'il a d'ailleurs coécrit avec Éric Laurent, Tout à fait. dans lequel il a rassemblé tous ses souvenirs personnels, mais également toutes ses réflexions politiques. C'est le lieu donc d'inviter la majorité, donc je veux dire le lectorat ivoirien, les jeunes étudiants, les jeunes élèves, et même nos politiques, ainsi que l'ensemble des travailleurs ivoiriens, de se procurer cette œuvre et d'y découvrir toute l'expertise, toute l'expérience, Très bien. tout le vécu de l'homme politique, aujourd'hui un illustre disparu, malheureusement pour la Côte d'Ivoire. Herman. Le monsieur parlait tout à l'heure de monsieur Konan Herman, qui parlait tout à l'heure de homme de paix. Oui. Mais on a vu ça dans sa gestion. Comment est-ce qu'il a géré l'après-coup d'État qu'il a fait partie. S'il n'était pas un homme de paix, peut-être qu'il aurait La Côte d'Ivoire aurait cherché, embrasé. aurait tangué. Mais regardons même comment est-ce qu'il a géré le PDCRDA dont il a hérité de Houphouët. Parce qu'en tant que président, parce que le PDCI, aujourd'hui, si le PDCI a tenu de 1994 jusqu'à maintenant, c'est quand même grâce à sa façon de manager tout ce qui était là. Vous savez bien que quand il était là, il n'y avait pas... Tout le monde le prenait comme l'homme de cohésion de la stabilité du parti. Personne, en réalité, quand les gens disaient, les militants disaient, personne ne peut se présenter face à Bédié, pas parce qu'il n'avait pas de vérité, mais il se disait que celui qui est le socle, c'est lui qui peut gérer certaines choses, voilà, le bateau PDCRDA. Donc moi je pense qu'il y a cet aspect-là. Mais au-delà de ça, une de ses valeurs, c'est quoi? Très tôt, le président Houphouët, les autres l'ont dit, mais il faut insister là-dessus, il a été le tout premier ministre de l'économie et des finances ivoirien. Avant lui, de 1960 à 1966, c'était un Français qui s'appelait Raphaël Saller. Ça veut dire qu'après, il allait faire ses études, on l'a vu, comment on appelle ses études à Poitiers, tout cela, mais ça lui a permis si Houphouët lui confie le ministère de l'économie et des finances À 32 ans. à 32 ans et en succédant à quelqu'un qui est français, on connaissait bien en ce moment-là la présence française à tous les niveaux. Nous-mêmes, en 93 et autres, on a eu des coopérants français comme professeurs de mathématiques, enseignants au lycée. Ouais. Donc, je veux dire que très tôt, devant cela, il a commencé. Ce sont les premières personnes à qui il faut confier des responsabilités très jeunes et en opérant une certaine rupture. C'est parce qu'il reconnaissait certaines valeurs. Daouda. Je voulais juste revenir sur les propos de l'appelant tout à l'heure qui parlait de Bédié en tant qu'homme de paix. Homme de paix. Moi, au-delà même de dire homme de paix, je veux dire, M. Henri Konan Bédié a été un véritable sacrifice pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Le mot est peut-être fort, mais c'est un sacrifice. Parce que en 99, il y a un putsch. Malgré cela, tu viens pour la paix. Quand il y a les élections en 2010, pour ceux qui se rappellent encore, on était tous contemporains de ça, les trois partis, notamment Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent, disaient « on m'a volé des voix, on m'a volé des voix ». Le seul qui a préféré se retirer, c'est Henri Konan Bédié. Et ça vous marque? Moi, personnellement, ça m'a marqué. Parce que, imaginez-vous que déjà 2 personnes, regardez le nombre de morts que nous avons eu. C'est cela. Mais si on était à 3 personnes, je pense qu'on risquait de ne pas s'en sortir dans cet imbroglio. Mais il y a une autre chose. Pour moi, en fait, je veux dire, on est à 1 an, bientôt 5 ou 6 mois d'une élection. Les acteurs politiques actuels doivent s'inspirer d'Henri Konan Bédié. Très bien. Et nous épargner cela. Très bien. On part à Bongouanou pour parler avec M. Amani Vincent. Bonsoir, M. Amani. Bonsoir, Christelle. Merci d'être avec nous. Nous vous écoutons. Oui. Un mot à l'endroit de la mémoire de l'illustre disparu. Moi, je crois que le président Henri Konan Bédié m'a marqué dans ma vie
Personnellement, parce que quand j'avais fini mes études à l'INP de Yamoussoukro, on avait des difficultés pour entrer à la fonction publique. C'est lui, au cours d'un conseil des ministres, qui a pris la décision d'engager tous les jeunes qui sont sortis cette année en 90 là. Donc moi, c'est quelqu'un qui m'a marqué toute ma vie. C'est lui qui a fait de moi un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vraiment, je tiens à saluer sa mémoire. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Merci beaucoup. Et ça nous touche. Merci infiniment. Je rappelle que notre appelant nous venait de Bongouanou. Et ça fait chaud au cœur de voir que de toute la Côte d'Ivoire, des personnes se disent il faut que je dise un mot à la mémoire, donc en direction de la mémoire de feu le président Bédié. Élisée, vous vouliez donc faire un ajout. Oui, je voulais revenir sur un point que Daouda a évoqué, peut-être le passer un peu sommairement là-dessus, mais qui pour moi est capital et qu'il faut qu'on porte à la connaissance des Ivoiriens, pour ceux qui ne le sauraient certainement pas. C'est le sens de la responsabilité du président Bédié. Vous savez, quand le président Bédié est victime d'un coup d'État, oui. Il part. En 1990. Voilà. En exil. En exil. Il revient plus tard. Et le président Bédié, dans l'une de ses interventions, prend la parole officiellement et il demande pardon aux Ivoiriens, à l'ensemble des Ivoiriens. Pour vous, c'est important de le mentionner, c'est très important. Mais c'est important pour un homme politique de sa trempe, c'est tellement important. Et il dit que, pourquoi il demande pardon? Parce qu'il n'a pas été à la hauteur d'empêcher que le peuple de Côte d'Ivoire tombe dans une situation d'instabilité avec un coup d'État. Mais ça, c'est de la haute responsabilité. Parce que justement, il est conscient de ses responsabilités en tant que président. La Constitution le consacre. Il est le garant de l'intégrité du territoire. Il est le garant de la stabilité du pays. De l'unité. Donc, il considère que s'il n'y est pas arrivé, c'est sa responsabilité. Et ça, c'est quelque chose que tous les hommes politiques doivent pouvoir avoir, le sens de la responsabilité. Ne pas toujours se présenter sous le manteau de la victime, mais se présenter quelquefois sous le manteau du responsable. Pas forcément du coupable, mais du responsable. Parce que vous pouvez ne pas être coupable, mais vous êtes responsable parce que votre position de chef d'État vous rend responsable. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a marqué. Et ça, c'est quelque chose que chacun de nous doit pouvoir tirer comme une valeur. Être à mesure devant l'histoire, devant les situations, assumer, reconnaître ses responsabilités et puis surtout demander pardon aux Ivoiriens. C'est important. Daouda, c'est plus qu'important pour vous. Non, mais à la vérité, pourquoi je disais, on a 1 an, 6 mois, je disais, les acteurs politiques actuellement en vie, que Dieu leur donne, accorde encore une longue vie. Mais il faut qu'ils s'inspirent du parcours du Sphinx de Daokro. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'ils nous épargnent certaines choses. Les enfants d'aujourd'hui ont besoin d'une certaine stabilité. Ils ont besoin d'aller à l'école. Ils ont besoin de se soigner, de ceci, de cela. Il faut pouvoir mettre un pas après l'autre. C'est vrai que depuis 2010, chacun de nous est victime quelque part de ce que nous avons connu en Côte d'Ivoire. Mais il faut apprendre à mettre un pas après l'autre, comme Henri Konan Bédié, qui lui aussi, comme Élisée le disait et comme je le disais, a subi un coup d'État. Mais il a pris la responsabilité sur ses épaules et il a avancé. Il a permis même, il s'est même associé avec, comment on appelle ça, le président actuel dans le RHGP. Il a même appelé à un 2e mandat, même si après ils ne sont pas tombés d'accord, mais au nom de la paix, parce qu'il s'est dit pour l'intérêt supérieur de la nation. Il faut que les hommes politiques apprennent cela en Côte d'Ivoire. D'où tire-t-il cette force de demander pardon après avoir été blessé, Herman? Je pense que d'abord, la culture, il est issu d'un groupe ethnique qu'on sait, les Akans. Il y a certaines valeurs, lui-même le décrit aussi dans les chemins de la vie. L'éducation, le respect des us et coutumes, le respect du droit d'aînesse, le respect, enfin la quête dans la résolution des conflits avec la méthode, comment vous appelez ça? Le dialogue, de conciliation, de dialogue, de concertation. C'est comme ça. Un chef à Caen, lorsqu'il tranche une affaire, il le fait souvent à la faveur de celui qui se sent coupable, mais en ne blessant pas celui qui a été victime. Et je veux dire, c'est tout cela qu'il faut regarder. Donc, c'est tout cela qu'il a forgé. C'est quelqu'un qui a quand même un pied dans la culture, qui a vraiment veillé la tradition à Caen. La tradition à Caen. Moi, je sais, chez nous, par exemple, il a été parrain de la génération Nyando en 1980, à Memni, en 92, la génération Nyando. Mais il a tout le temps, il a même pris un groupe
pour aller montrer cette culture, la tradition à qui est là, de Fakué, lors d'une de ses visites d'État en France. Donc, il a pris toute la génération. Très attaché à la culture. Très attaché à la culture. Et je veux dire que c'est tout cela qui fait la dimension de l'homme que nous pleurons aujourd'hui, de qui on parle. Rapidement, Élisée voudrait faire un ajout rapidement, la Moi, demi-seconde. vous avez demandé tout à l'heure où il tirait toute cette force. Moi, je pense que le président Henri Konan Bédié, c'est le prototype de l'intellectuel qui a les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme, qui savent faire ce savant dosage-là entre les valeurs que nous inculque notre tradition et ce qui est important et intéressant à prendre au niveau, je vais dire, de la culture occidentale. Et c'est ce savant dosage-là qui a fait de lui cette personnalité qu'il est. Et c'est ce qui doit nous inspirer aussi, nous, en tant que jeunes intellectuels africains, sur la nécessité d'avoir les pieds dans notre tradition, dans nos cultures, qui, elles, se reposent vraiment sur des valeurs fondamentales, et puis la tête dans le modernisme. On prend l'Occident ce qu'on estime juste, important, qui ne vient pas en contradiction de nos valeurs, mais qui nous permettent de nous améliorer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Il a la capacité de demander pardon alors qu'il a été blessé, alors qu'il était en droit de dire non, je suis la victime. Et c'est ça aussi l'homme d'État qui a été le président Henri Konan Bédié. Tout au long de cette semaine, nous aurons des plateaux spéciaux à l'effet justement de porter encore plus haut le message d'hommage et d'honneur que nous vouons à cet homme d'État qui a marqué la Côte d'Ivoire. Je le disais à l'entame de ce temps d'antenne, il rentre dans la mémoire immatérielle de notre nation et jamais nous oublierons le président Henri Konan Bédié. Et en même temps, nous saluons la mémoire de feu le président Félix Houphouët-Boigny, premier chef d'État de cette nation. Messieurs, merci. Ça a été très émouvant et vous avez dit des choses très, très fortes. Avec votre permission, nous allons donc évoluer dans notre agenda et nous allons nous intéresser. Nous parlons toujours de paix. Nous allons nous intéresser donc aux tensions, à ces tensions-là qui se sont déroulées du côté de Gbon. Voilà, des tensions ethniques qui ont fait donc un mort. Il y a eu même une forêt sacrée incendiée. Messieurs, vos réactions, Daouda? Je pense que déjà, il faut On va rappeler les faits, pardon. Il faut rappeler les faits très rapidement. Ce qui se passe à Gbon, c'est que la communauté Senufo, qui a fait sa sortie du masque, est en train de poursuivre quelqu'un. Et ce dernier, en fait, c'est cocasse. Il faut rappeler que poursuivre quelqu'un dans la tradition, ce n'est pas vraiment méchant. Non, ce n'est pas méchant. Voilà. C'est vraiment pas méchant. Je pense que le peuple, il y a des masques quand ça sort au niveau de Korogo et autres. Tout le monde reste chez lui et autres. Donc, le masque poursuivant un jeune s'est réfugié dans la cour de quelqu'un d'autre. Et donc, il y a les jeunes qui accompagnaient le masque. Le djoula, j'ai envie de dire, le Malais qui était là, était en train de défendre l'enfant finalement. Il y a un jeune qui a porté un coup et le coup a été fatal pour le vieux, ce qui a créé des soubresauts dans toute la région. Je pense que c'est des choses qu'on peut éviter. Au moins, je pense que comme c'est entre Senufo et Malinké, il y a eu décès. Je m'incline devant la mort des deux personnes, mais je suis presque sûr et certain que ces choses vont se régler dans la pure tradition Malinké et Senufo, parce que ces deux peuples-là, il y a alliance entre les deux peuples. Donc, à partir des alliances, je pense qu'ils vont régler ce problème-là. Mais c'est des choses qu'il faut éviter. Dieu merci, parce que dans ces régions-là, généralement, ces conflits-là concernent, c'était soit les éleveurs ou les agriculteurs. Aujourd'hui, c'est une histoire de masque. Je pense que les choses vont rentrer en ordre. En tout cas, il y a quoi encore blessé. Marius, quel est votre regard sur ce qui s'est passé donc à Gbon, ville située dans le nord de la Côte d'Ivoire? Le zèle de certaines personnes qui animent justement nos masques. Parce que Comment ça, le zèle de certains qui animent les masques? Oui, parce que croyez-moi, pour ce que nous voyons souvent dans certaines vidéos, vous voyez des masques, tu chicotes un individu qui est arrêté en bordure de voie. C'est la tradition, Marius. Mais la tradition, mais on a vu aussi que dans ces mêmes vidéos, qu'un individu n'a pas apprécié qu'un masque le chicote et l'a bien corrigé. Oui, je veux savoir. Mon point, c'est est-ce qu'il est au fait que dans cette tradition-là, le masque a le droit de porter des petits coups, c'est la tradition, bien entendu. C'est la tradition. Et d'ailleurs, c'est une tradition en vogue dans le peuple Senufo. C'est pas méchant, en fait. Dans le peuple Senufo, duquel vient notre frère et ami... Monsieur Odineka, donc Odineka, mais c'est la même chose là. Non, pas du tout. non, juste. Bon, allons-y. Mais quoi qu'il en soit, j'avoue que c'est une tradition et je pense que l'initiative n'était pas à engendrer, à blesser ou à engendrer justement un mort. Malheureusement, je pense l'attitude, j'allais dire, de celui qui s'est senti frustré a engendré tout ce que nous avons vécu.
c'est ce que disait Daouda, on aurait pu éviter malheureusement le comportement des uns et des autres a encore engendré des conflits interethniques. Et je pense que le gouvernement a été très prompt face à la donne en envoyant justement un fort détachement de nos forces de l'ordre qui ont pu ramener, oui, bien sûr, qui ont pu ramener finalement la paix au niveau de Gond. Et nous espérons que cette paix durera longtemps. Voilà. Et que, merci, comme l'a dit Daouda, au niveau traditionnel, le peuple malinqué et le peuple sénoufo trouveront la meilleure voie pour s'asseoir et vider leurs contentieux. Élisée, quel est votre commentaire sur cette affaire? Moi, je note 2-3 choses rapidement. Dans un premier temps, Gond dont il est question n'est pas qu'un village, c'est une sous-préfecture. Bien sûr. Il a même un député. C'est pour dire que c'est une localité donc, qui abrite les infrastructures et je dirais l'État de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc tout le monde peut venir vivre à Gond et travailler à Gond. Vous voulez dire qu'ils ne sont pas obligés d'être au fait de la tradition? Donc je me dis que dès cet instant-là, vraiment, les natifs du village doivent pouvoir comprendre que à un moment donné, on ne leur dit pas de ne pas faire leur tradition. C'est leur droit de faire leur tradition. Mais ils doivent tenir compte du fait qu'il y a certaines personnes qui, pour des raisons étatiques, parce que si ce n'était pas à cause de l'État, là, ils n'allaient pas partir s'asseoir là-bas pour travailler. C'est pas à cause de l'État qu'ils sont partis là-bas. Donc, pour des raisons étatiques, ils sont sur leur territoire. Et ça doit tenir compte dans la manifestation culturelle. On peut faire une telle manifestation, mais on saisit le sous-préfet qui informe peut-être tout le monde que demain, voilà ce qui compte être fait. Chacun prend ses dispositions par rapport à ça. Élisée, En plus, non, j'ai fini. Quand on poursuit, moi j'ai suivi des scènes pareilles, j'ai eu même écho de ça. Quand le masque poursuit la personne, en réalité, dès que la personne est rentrée dans un abri, la cour s'arrête. Exactement. On n'a plus, c'est fini. Dès que la personne est abritée, la cour s'arrête. Tu n'as plus le droit même d'entrer dans la maison, aller forcément le faire sortir. Donc c'est-à-dire qu'eux-mêmes qui sont censés... C'est pour ça que je parlais des ailes. Ceux qui sont censés même porter la tradition ne la maîtrisent même pas. Je parlais des ailes. Eux-mêmes ne la connaissent pas en réalité. Alors, donc il y a déjà cette violence. C'est les ailes de ceux qui animent nos masques. Il y a cette violation, il y a tous ces éléments-là. Moi je pense qu'il faut que vraiment les pouvoirs publics se saisissent de cette situation. Et les localités où il y a des fonctionnaires, où on continue encore de manifester des traditions, je dirais, locales, on puisse quand même prendre la peine d'informer, d'avertir pour qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Herman, quel est votre point de vue là-dessus? Ça pose un problème de transmission de la tradition orale. Ou d'information de notre tradition. Parce que ceux qui les ont initiés, ces masques-là, je ne dis pas... Peut-être que parce que comme Élisée l'a si bien dit... Mais vous venez vivre chez des gens... Enfin, je m'excuse, je voudrais juste... non, je viens. Moi, je parle vous pas venez vivre, par exemple, ça aurait pu être un seul fou. Hein. Non, Herman, attends qu'elle finisse. Vous venez dans un village. Est-ce que c'est le village qui doit vous dire chez nous ou c'est vous qui demandez? Comment ça se passe chez vous? Juste une question innocente. En termes, je veux dire... Pardon, je réponds rapidement et puis tu continues. Bon, vas-y. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, là. C'est vrai, peut-être c'est le village. C'est une commune, voilà, ça n'a plus la configuration d'un simple village. C'est devenu aujourd'hui une commune avec un député, avec des sous-préfets. Commune ça veut donc dire... Commune en plein exercice. Ça veut donc dire qu'on n'est plus dans une superficie où ne s'applique que la tradition. On est dans une superficie où s'applique les règles de l'État de Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on en tienne compte. Donc, la tradition n'a pas même si c'était même d'un village. Oui, Herman. La tradition a des principes. Moi, je ne crois pas que ce masque-là, il a quand même des limites. Chez nous, quand tu poursuis quelqu'un, parce que tu ne poursuis pas n'importe qui. Tu as le droit de poursuivre, même les États. Tu as le droit de poursuivre parce que dans ta tradition, tu as des soupçons et autres. Mais à un moment donné, tu t'arrêtes. Moi, au-delà de ça, on arrive maintenant, on a brûlé un bois sacré. On se demande bien où sont passés les génies de ce bois sacré-là. Parce qu'il faut éviter ça. Il ne faut pas désacraliser les symboles de nos traditions. Bien sûr. Dans la crise, il y a eu une forêt sacrée incendiée. Voilà, il y a un bois sacré incendié. Mais bon, je peux me demander comment est-ce que... Où est-ce que les génies étaient pour ne pas... Il y a un génie plus fort que lui, sûrement. Très bien. Alors, justement, au nom de la tradition, d'accord, mais attention, il faut comprendre que nos cités évoluent. En fait, là où, pour séparer, pour départager tout le monde sur le plateau, j'aimerais nous ramener à la plus belle CAN jamais organisée. J'aime bien le dire. Est-ce que vous vous rappelez qu'à Korogo, quand la CAN devait venir, la chefferie traditionnelle a sorti un communiqué pour les funérailles. Voilà, pour suspendre les funérailles, certaines manifestations, parce qu'ils savent que tous ceux qui vont venir durant cette CAN-là ne sont pas au fait de la culture Sénoufo de Korogo. Donc, si le Wambélé doit sortir, qui doit me chicoter dans la rue, mais finalement, je me dis, ce n'est pas la plus belle canne. Ça, c'est la canne de l'Afro-Cidé. Donc, je veux dire, ils ont
les dignitaires de la culture ont compris qu'il faut passer à autre chose. C'est ça. Après la CAN, on revient à nos valeurs ancestrales. Voilà, la CAN est terminée. La CAN est terminée. Voilà. Donc le masque a le droit de sortir. Non, je veux dire, Agbon, par exemple, Agbon, il y a une faute. Je veux dire, c'est pratiquement chez une faute. On devait informer. Oui, il faut informer les gens. Moi, je pense qu'il faut saluer la dextérité, quand même, la réaction prompte du gouvernement, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le CAM est revenu. Tout à fait. Le Premier ministre aussi s'est déplacé au chevet pour montrer qu'au-delà de ça, et il a même donné des conseils aux jeunes. Parce que souvent, c'est comme on l'a dit, là, des masques zélés, tout ça, ce sont les jeunes qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'un masque peut être zélé, mes enfants? C'est celui qui l'a dit. Mais Christelle, tu parles de masques zélés. J'ai l'impression qu'il y a un fait qui est très important. Imaginez-vous, dans certains funérailles, dans des régions, on voit un cercueil en train de poursuivre des gens pour aller finalement jusqu'à leur donner la mort. C'est tout ça qu'il faut revoir. Il faut revoir cela. On s'en va prendre une pauvre vieille qui est quelque part, un pauvre vieux à qui on est fatigué de subvenir à ses besoins. On va l'assassiner au nom d'un certain génie. De quel génie parlons-nous? Ça, je ne sais pas. Herman, rapidement, on termine par aller au journal. Rapidement. Ce que je voulais dire, c'est un peu ça. Il faut vraiment... Et vraiment, j'ai aimé que le Premier ministre ait insisté sur les conseils aux jeunes. Parce qu'au-delà de ça, tous ceux qui sont là, c'est parce qu'ils ont pris part aux affrontements. Donc, bon, voilà. Très bien. Dans tous les cas... Mais bon, ça, on sait gérer. Dans tous les cas, il va falloir donc regarder un peu du côté de nos traditions aussi, voilà, puisque le point d'Élysée est très important. Nos villages deviennent des communes, des cités, des sous-préfectures, et tout le monde n'est pas au fait de vos traditions. Et puis aussi, peut-être que quand vous arrivez dans un lieu, il faut demander aussi, enfin bon, je ne sais pas bien. Bref, dans tous les cas, vive la tradition en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous, c'est le Grand Talk et nous continuons à parler donc de politique et d'autres choses. Et notre point d'accroche maintenant, ce sera donc ce grand meeting qui a eu lieu le samedi 18 mai au stade Amadou Gon de Korogo, le RHDP dans toute sa force. La cérémonie donc d'hommage au président de la République où on a scandé ado aujourd'hui, ado demain, ado après-demain, ado pour toujours. Messieurs, le RHDP dans sa grande démonstration de force, Daouda, quel commentaire cela appelle-t-il de vous? Je pense que pour ceux qui peut-être ne le sauraient pas encore, nous sommes de plein pied dans les pré-campagnes, pour ne pas dire la campagne. Je le disais tantôt, nous sommes à... Pour vous, la cérémonie d'hommage, c'est une pré-campagne, hein? C'est de la pré-campagne. Est-ce que ça date d'aujourd'hui, ça date de maintenant? Non. Voilà, pour ma part, si ceux qui n'avaient pas l'information, ils ont l'information, la pré-campagne a commencé. C'est cela. Pour ma part, je ne vois aucune objection que des militants d'un parti politique décident de rendre hommage à leur candidat, futur président. Par ailleurs, je vois sur la toile les gens essayer de discuter sur la cérémonie d'image. Pour moi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de quoi pinailler sur une question d'hommage ou pas d'hommage. Ils rendent hommage comme ils le veulent, comme ils le sentent. C'est leur parti politique, c'est leur champion. Ils le montrent clairement aux autres. Pour moi, la question qu'on doit débattre et qui doit attirer notre attention, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en termes de microéconomie, parce qu'en termes de macroéconomie, la preuve est là, la Côte d'Ivoire est à un certain niveau, mais au terme micro, est-ce qu'il y a des choses à faire? On regarde le bilan du président Alassane Ouattara et on va en débattre clairement. De quoi il en regorge, pour moi, c'est là que peut se poser la question. Très bien. Herman, cette cérémonie d'hommage, donc pour demander évidemment, pour affirmer que le seul candidat naturel du parti, c'est bien le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au-delà de cela, est-ce qu'il y a d'autres points qui attirent votre attention lors de cette cérémonie d'hommage? Mais déjà, c'est le droit, comme Daouda l'a dit, c'est le droit à tout parti ou tout militant d'un parti politique de rendre hommage à leur champion, leur mentor et autres. Mais moi, au-delà de cela, il y a quand même des propos que j'ai trouvés un peu qui m'ont fait un peu peur, un peu tiquer. Je prends un monsieur qui est généralement discret, monsieur Téné Brahima, qui est en tant que cadre du RHDP, qui dit par exemple ceci: nous ne permettrons jamais à qui que ce soit de freiner le développement de la Côte d'Ivoire, ça c'est bien. Mais ado aujourd'hui, ado demain, ado après-demain, ado pour toujours. Qu'est-ce qui fait peur? Ce qui fait peur, ça veut dire que lorsque on tend vers une certaine déification d'un homme politique. Déification. Une déification, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on a eu peur des mots, par exemple, il n'y a rien en face, c'est maïs.
On a eu ça ici. Il y a des gens qui ont spéculé là-dessus pour montrer même le ton, le ton jusqu'au boutiste de ces gens de slogans-là. Moi, je pense que ce sont ces choses-là qui, après, lorsque on ne parvient pas à atteindre l'objectif, qui amènent à trouver d'autres voies pour barrer. Moi, je pense qu'on doit pouvoir doser. Moi, j'appelle, et souvent, Élysée le dit ici, les hommes politiques ont une certaine responsabilité vis-à-vis du peuple. Aujourd'hui, ce sont eux qui donnent le ton s'il doit avoir passion ou ne pas, absence de passion. Donc pour vous, ado aujourd'hui, ado demain, ado après-demain, ado pour toujours, ça peut créer des problèmes. Oui, mais ado, il a fait sa part. Très bien. Un homme, il n'est pas éternel. Un homme, quel que soit, comment on appelle, sa force, son intelligence, il doit pouvoir s'arrêter. Mais on ne doit pas nous mettre dans notre tête que lui, il ne doit pas... Mais au-delà de ça, je ne sais pas si on peut parler du trophée qui a été brandi là-bas. Pas encore, on va revenir. On va revenir. Élysée Boloubey, votre point. Est-ce que vous avez eu peur, comme Herman, lorsque justement le ministre d'État, ministre de la Défense, disait que nous ne permettrons jamais à qui que ce soit de faire freiner le développement de la Côte d'Ivoire, ado pour toujours, ado. Est-ce que pour vous, ça vous fait peur? Moi, je voudrais même couper la déclaration en deux. Si on va sur la base de la première phrase, oui. Nous ne permettrons jamais à quelqu'un de freiner le développement de la Côte d'Ivoire. Je pense que ça doit être même un slogan qui doit être porté par tous les Ivoiriens. Ça, j'ai dit. Non, je comprends, oui, je comprends. Ça doit être porté par tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, vu la trajectoire qu'on a amorcée, en tout cas dans l'esprit des Ivoiriens, on ne pense pas et on n'imagine pas repartir en arrière. Nous tous, on veut aller même de l'avant. Donc ça, on est d'accord vraiment avec ces propos. Maintenant, la partie ado aujourd'hui, ado demain, ado après-demain, ado Herman pour estime toujours. que c'est un peu extrémiste. Non, moi, je ne vois pas ça sous cet angle-là. Moi, je vois plutôt que c'est... Non, moi, je ne vois pas sous cet angle. Je vois que c'est une volonté d'imprimer dans l'esprit, je veux dire que les œuvres d'une personnalité, la pensée d'une personnalité. Moi, c'est ce que je vois. Ça me rappelle un peu à l'époque, quand on disait « Oufoué pour toujours ou on disait « Vive Oufoué ». C'est un peu dans ce sens-là. Vive Nana Oufoué. En fait, c'est dans l'optique de dire que, au regard de l'œuvre que la personne a abattue, la personne reste dans les esprits aujourd'hui, demain et pour toujours. Il a fait Moi, c'est comme ça que je comprends. Il a fait un comparatif. Il a dit on a eu des slogans où Gbagbo ou rien, voilà, il n'y a rien en face et tout. Est-ce que pour vous, justement, on va jusqu'au boutisme de ce que tant que ce n'est pas quelqu'un, on ne bougera pas? Non, moi, je ne la lirai pas vraiment sur les mêmes angles, quoi, personnellement. Ouais, je la lirai pas sur les mêmes Marius, angles. comment est votre regard là-dessus? J'avoue que j'ai été émerveillé par cette mobilisation des militants et sympathisants du RHDP à Korogo. Jamais de mémoire d'Ivoiriens, je n'ai vu autant d'individus, autant de citoyens rassemblés en un seul lieu dans une ville comme Korogo. Encore dans un stade de plus de 20 000 places. C'est une œuvre gigantesque que les organisateurs viennent de réaliser. Qui plus est, je fais l'heureux constat, et non l'amer constat, de ce que le RHDP, depuis son avènement au pouvoir, n'a de cesse de tisser sa toile tranquillement, aisément, et cela au vu et au su de tous. En dernière minute, chacun viendra crier, on a fait ceci. Mais je peux vous le dire, parce que je parle en tant que moi-même, responsable d'organisation de la société civile, qui dispose de cellules de représentation sur l'ensemble du pays. Vous avez les feedbacks. Et donc nous avons les feedbacks que le RHDP a, bien tissé sa toile, même dans les hameaux de la Côte d'Ivoire. Très bien. Donc ne soyons pas surpris. Quand nous voyons une telle mobilisation, au lieu de faire des mobilisations à Fugayo et dans des salles cloîtrées entre 4 murs, il serait bon que tous ceux qui envisagent diriger ce pays se mettent en œuvre pour faire ce que fait le RHDP. Parce que, je le dis encore une fois, le RHDP a pris une avance très considérable sur l'ensemble des partis politiques au niveau national. Daouda, certains estiment que ce n'est pas nécessaire de faire une cérémonie d'hommage, qu'en tant que président de la République, il a fait son travail, de servir sa nation. Pourquoi l'honorer? Réaction. Ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Maintenant, il y a un truc qui est important qu'il faut expliquer aux gens. En 2016, il y a eu une réforme constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Peut-être que les gens ne le savent peut-être pas, mais on va juste rappeler, convoquer l'histoire. Dans cette constitution, le président
peut être en même temps Chef de parti. chef de parti. Dans ce stade, Amadou Gon Coulibaly de Korogo, Korogo. qui est-ce que vous voyez là-bas? Mais ce sont les militants du RHDP. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de dire merci à leur président? Eux, ils le disent. Maintenant, au demeurant, allons-y un peu plus loin. Mais des populations d'autres hameaux peuvent dire, nous on a envie de dire merci au président de la République, parce que quand tu regardes de 2010 à 2024 aujourd'hui, mais combien de villages, de villes ou de régions ont été électrifiés? Combien de villes, de villages ont eu l'adduction en eau potable? Combien de villages ont eu des forages, de ceci, de cela, des centres de santé? Quand tu analyses tout ça, quelque chose de, sincèrement je le dis, c'est tellement banal, parce que les gens t'accordent leur suffrage pour que tu puisses leur donner cela. Fais leur bonheur. Voilà. Mais depuis la mort d'Oufoué-Boigny, en commençant par Feu Henri Konan Bédié, Guéhi Robert, Gbagbo Laurent, mais ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'exceptionnel. Donc vous comprenez donc? Donc je on comprend comprends. très bien. Sinon, en temps normal, quand un président fasse des ponts, des routes, de l'eau et autres, c'est ce qui est normal. C'est pour ça qu'on Très l'a bien. voté. Maintenant, comme les autres ne l'ont pas fait, mais ça devient quelque chose d'extraordinaire. Et donc, les gens ont le droit de lui dire merci. Parce que, Christelle, tu aurais pu le faire, tu ne l'as pas fait. Élisée l'a fait, merci Élisée. Très bien. Herman, réaction. Moi, ça me gêne même pas. Le point d'Aouda, le président est chef de parti politique. Donc le parti politique peut lui dire, enfin les militants peuvent dire Non, merci. Le président peut être chef de son parti politique, mais il n'est pas chef De tous les partis non, politiques. tous les Ivoiriens ne sont pas membres de son parti. Tout à ne sont pas fait, membres tout à de son fait, parti tout à politique. fait. Ça, c'est aussi intéressant à savoir. Moi, ce que je voudrais dire, moi, la cérémonie d'hommage, de toute façon, c'est pas mon truc, mais il y a des gens qui se sentent dedans. Donc, c'est bien qu'ils le fassent. C'est ça. C'est pour honorer leur chef d'État. Et je suis heureux d'entendre ici que Marius, parce que les gens aussi ont spéculé sur le nombre, hein, Oui, oui. 80 000 personnes sur un stade, donc tout le monde connaît la capacité qui est de 20 000. Marius a bien fait de préciser que c'est la capacité du stade de Korogo, là, c'est 20 000 personnes. Donc 80 000 personnes, je ne crois même pas. Le stade de Bimpe a 65 000 personnes. Je ne pense même pas que ça, les Encore la 80 000 guerre des personnes chiffres, hein. pouvaient accepter. D'abord ça. Mais en même temps que c'est leur droit. Oui, Je le dis, Herman. moi, je dis toujours, j'insiste là-dessus. C'est vrai qu'Élysée, tout à l'heure, il a donné des arguments qui montrent qu'il a compris ça autrement. Mais d'autres personnes, d'autres Ivoiriens auraient pu comprendre comme je l'ai compris. C'est pourquoi il dit que les institutions politiques, les acteurs politiques ont la responsabilité de faire en sorte que le message soit clair. Parce qu'on vient d'où on sait, pour ne pas que ça crée des confusions dans leur esprit et que ça prenne des passions. Tout à l'heure, on a parlé, quoi. Une affaire de masque, les gens sont partis, on a eu mort d'homme. Mais ça joue comme ça, ne joue très peu. voilà, comme ça Très fait. bien. Donc les propos jusqu'au boutiste, même quand bien ça a une connotation, une intention positive pour soi-même, il faut faire attention. Très bien, Herman. Il faut faire attention parce que d'autres personnes reçoivent et ont peut-être une autre interprétation. Alors justement, on va arriver au point du trophée, mais avant, Herman a parlé un peu de la guerre des chiffres, mais on connaît les normes FIFA. Et c'est un meeting, on s'assoit un peu partout. Vous savez bien, on ne va pas laisser des places de sécurité. Et pour terminer Y compris les pelouses. Donc on peut comprendre. Et pour que le terminer chiffre monte. Oui, rapidement. on est heureux que le stade ait pu servir à un rassemblement de partis politiques. On espère que lorsque les autres partis politiques vont réclamer d'aller dans un stade, les stades et autres, qu'on ne va pas trouver une question de trouble à l'ordre public, Très bien. de sécurité, C'est ou noté. prendre ces motifs-là pour les bloquer. Et il faut faire vivre la On fait la démocratie. demande, on fait la demande, Herman. Ce que tu dis, bon, je suis Oui. un peu embêté, excuse-moi de te Oui, couper. Daouda. Vas-y. Mais je pense que dernièrement, M. Laurent Gbagbo a tenu un giga meeting à Agboville. C'était dans un stade. Même si c'était... Mais c'est la question que je pose. Je dis, Non, on va dans le même sens même d'ailleurs, ce que Daouda. j'essaie de Ce dire, que je en fait, dis, ce que peut-être je- non. On va J'ai l'écouter, compris ton terminer. point. Rapidement pour te dire que je ne suis pas, ça ne me gêne pas que le RHDP ait pu faire tenir sa manifestation. Seulement si On les est là. autres aussi Faudrait demandent, que quand les c'est autres ça, demandent, c'est ça. pour faire bien, il faut qu'on leur accorde. Même s'ils ont 10 personnes qui n'arrivent pas à rassembler, à mobiliser autant, qu'on leur accorde pour ne pas que, arriver à leur niveau, à leur étape, qu'on trouve d'autres justifs. Très bien. Mais on En est fait, quand même ce que- tous dans non, ce ce que pays. tu es en Très train de bien. dire, là, Il va de faire, terminer, là, puis on je va vais parler juste du trophée terminer sur maintenant, ça. messieurs. En Herman, fait, oui. on appelle ça un procès en sorcellerie. Donc, du coup, Comment comme le cela? procès en sorcellerie, c'est pas parce qu'aujourd'hui, Je suis pas un eux, ils l'ont sorcier. fait. Non, non, vous n'êtes C'est pas pas un parce sorcier, qu'aujourd'hui, pas du eux, tout. ils l'ont fait. Mais attendons d'abord de voir qu'on leur refuse. Très bien. Messieurs, Attendons d'abord. messieurs, Sinon, ce que tu fais, c'est un procès en sorcellerie. balle au centre. Messieurs,
le deuxième point qui a donc soulevé les passions, c'est la présentation du trophée. Daouda, je commencerai par vous, parce que vous êtes le chantre ici de la merveilleuse CAN, oui. la plus belle organisée. Alors, la CAN présentée aux populations, pour certains, ils estiment qu'attention, il y a un amalgame qui est fait. Un parti politique se rend compte, qu'est-ce que la Coupe de la CAN fait là-bas? D'autres disent, non, mais attention, c'est quand même le pays, c'est quand même la Côte d'Ivoire, et Korogo a été quand même une cheville ouvrière dans cette affaire-là. Il faut que la CAN soit présentée, la Coupe soit présentée. Votre réaction, Daouda? Moi, pour dire vrai, de mon point de vue, Oui. j'estime que cette coupe-là, elle appartient à tous les Ivoiriens. Maintenant, ce qui peut gêner, et ça me gêne aussi, c'est que la coupe soit brandie par un parti politique. Ceci étant fait, j'ose espérer, je me dis, parce qu'après la victoire, la brillante victoire de nos éléphants sur les étalons, je dis quoi, les aigles du Nigeria, Oui. je pense que cette coupe-là a tourné un peu partout. C'était à AGL, après c'est allé à Orange, après c'est allé au commandement supérieur. Je pense, à mon humble avis, que si le RHDP a pu brandir cette coupe-là au stade Amadou Gon Coulibaly, il n'y a pas de problème. Si le PPACI le veut, ils font la demande, il y a une question de sécurité, on met tout en place, la coupe va venir, vous vous promenez à la coupe. Mais une chose est certaine, les Ivoiriens, ce qu'ils retiendront, c'est que cette coupe-là, c'est le président Alassane Ouattara. Non, je vais juste chuter par ça. Cette coupe-là, c'est l'ouvrier de cette victoire-là, c'est Alassane Ouattara. Voilà. Élisée, votre point, on termine là-dessus, la coupe. Vous êtes pour ou contre? Non, moi, je vais être franc. Hein. Vous savez, dans un État, il y a, pour moi, ce qui va au-delà des considérations politiciennes. Et pour moi, la CAN fait partie de ce qui va au-delà des considérations politiciennes. Le chef de l'État lui-même, de sa propre bouche, l'a dit lors de l'hommage aux équipes, aux éléphants. Il leur a dit qu'il a senti une ferveur politique. Pardon, une ferveur populaire. On n'a plus vu d'Ivoiriens du Nord, du Sud. Tout le monde a fait blocus. Donc, quand on finit de dire ça, je pense pour ma part qu'on doit pouvoir laisser la CAN dans l'ornière de ce qui est au-dessus de tout ce qui est politique. C'est-à-dire la CAN. Je suis d'accord qu'on veuille la présenter aux populations, mais ça se fait lors d'une manifestation publique où on dit aujourd'hui, c'est un exemple que je prends, la Coupe d'Afrique sera présentée, c'est un exemple que je prends. Moi, à Mans, là, nous, on n'a pas eu CAN, on n'a pas de terrain, on n'a pas fait stade chez nous, on n'a pas eu CAN. On dit, bon, la CAN, là, on va présenter ça aux populations de Mans. Toutes les populations de toutes tendances politiques confondues, on se retrouve au stade Léon Robert de Mans. Mais pas un parti. Mais pas de parti politique. Est-ce que ça viole un principe, en fait? Non. Ou c'est éthique? Voilà, vous m'avez touché. Ce n'est pas que ça viole un principe en tant que tel. Mais comme je le dis, aujourd'hui, dans l'État, il y a des éléments symboliques qui sont au-delà des considérations politiques. Et la CAN en fait partie. Donc, moi, c'est juste une question d'éthique. Ce n'est pas que c'est interdit par la loi. Mais pour qu'on puisse rester dans le domaine ou dans la pensée de faire de la CAN le ciment et le ferment de l'unité qu'on veut, on aurait dû laisser ça en dehors de toute activité politique. Très bien. Marius Komoé, votre point. Alors, bien entendu, vous devrez imaginer clairement que j'aborderai ma vision dans le même sens que disait. C'est vrai, la fausse note dans cette rencontre que moi j'ai qualifiée d'extraordinaire pour le RHDP, puisque Korogo, on dit la grande ville de Korogo, mais c'est une grande petite cité. Elle ne rassemble pas autant de monde comme on en a vu dans ce stade. Quoi qu'il en soit, je fais la même constat. Là, je fais pas la même constat et non l'heureux constat de savoir que, bien que le RHDP ait réalisé une telle mobilisation aussi impressionnante, ils sont venus eux-mêmes diluer cette manifestation, noyer cette manifestation avec la présentation d'une coupe qui est au-delà. Pas d'une coupe, de notre coupe. De notre coupe. Oui. Mais j'ai dit d'une coupe qui est la propriété de l'ensemble des Ivoiriens, qu'ils soient de tel parti ou de tel autre. C'est ce que disait tantôt Herman. Alors, si demain, les autres voudraient avoir la coupe pour eux, mais pourquoi faire la demande? Est-ce que le RHDP a fait la demande? Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas fait la demande? Mais qu'est-ce que tu en sais? Mais qu'est-ce que tu en sais? Mais non, ne défends pas. Non, c'est pas que je défends. Daouda, avant d'écouter Herman, pour terminer rapidement, il va parler de notre petit... Il y a quand même un amalgame qui est fait. Il faut quand même, pour nous-mêmes, indiquer que ce n'est pas une manifestation du RHDP. Non, c'est même pas c'est un hommage des populations de la région de à un Savane président de la République. au président de la République. Très Donc, bien. on peut le faire. L'hommage d'un parti politique
Marius, au on termine sur pouvoir le à sujet. son président. Voilà la réalité. Et donc, la CAN n'avait pas sa place là-bas. On a eu vos avis. Hein. Ils n'ont pas dit que c'était Herman? une manifestation du RHDP, dommage. Si. Ah, ok. On termine sur Sinon, moi-même... Pour terminer sur le sujet, si c'est vraiment indiqué comme ça, Non, sois que rassuré. c'est une manifestation du RHDP, hein, clairement, moi, ma seule question que je voudrais terminer, poser, est-ce que si demain, comme Daouda, il est devin déjà, si demain le RHDP, le PPACI demande, le MGC demande, le FPI demande, On comprend. il y a aujourd'hui près d'une centaine de partis politiques en Côte d'Ivoire, tous ceux-là font la demande, ils vont donner suite à, Ce sera à cette votre demande. mot de fin. Mais Merci justement- beaucoup. Daouda, non. Il n'y aura pas de suite à ce Je me justement. sens ostracisé, mais Non, bon, non, c'est pas bien grave. non, le temps, il faut qu'on puisse gérer le temps. On a juste un tout petit sujet. Il faut rendre hommage, Daouda, justement, à votre petit frère de l'école Le Petit Royaume en Côte d'Ivoire, Cocody précisément, qui a remporté le concours dans la catégorie des classes de langue de français, langue seconde. Alors, c'était donc à l'université Laval à Québec. Il s'agit de Crékoum Loavan Niels, qui hisse très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Daouda, réaction pour ce petit. Je suis très fier parce que fier d'abord quand je vois le drapeau orange, blanc, vert flotter au-dessus. Parce que, je le dis, le président Alassane Ouattara a placé le niveau là. Après, quand les sportifs vont, les éléphants l'ont placé encore plus haut. Mais quand un enfant comme ça va pour aller compétir avec d'autres jeunes du monde entier et qui revient avec la médaille d'or, je ne peux qu'être heureux. Et je suis d'autant plus heureux qu'après, quand la ministre Marietou ramène la dictée dans notre cursus qui avait été sorti à un certain moment du parcours, j'avoue qu'elle fait bien de faire revenir la dictée dans le cursus scolaire parce qu'à un moment, quand tu vois aujourd'hui certains étudiants de master 2, de licence et autres, mais quand ils t'écrivent, que tu regardes l'écrit, tu te poses la question de savoir est-ce que c'est un étudiant qui a écrit ce texte-là? Tu es même Donc choqué. c'est très important. C'est très important. En tout cas, bravo encore à lui. Je me permets d'applaudir. Ah bah oui, on va l'applaudir. Voilà, Il mérite vraiment parce qu'ils étaient 71 jeunes de 5e et 6e. Il y avait des pays comme le Sénégal, le Maroc et les États-Unis. Et c'est la Côte d'Ivoire finalement qui prend la première place de ce concours international de dictée. Lisez votre réaction. C'est une réaction de fierté. Hein. Voir le drapeau ivoirien brandi au-delà des frontières ivoiriennes, c'est toujours un sentiment de fierté. Je dirais que 2024, vraiment, c'est l'année de la Côte d'Ivoire. Hein. Après la CAN, là, on a déjà un mondialiste en dictée. Je crois qu'on a eu aussi une autre coupe du monde aussi de slam. Et puis bon, là, vraiment, on a les JO pour bientôt. Je sais qu'on aura encore des médailles là. Franchement, c'est l'année de la Côte d'Ivoire et il y a de quoi être très fier d'être ivoirien quand on voit de telles images. C'est aussi une preuve que, contrairement à ce que beaucoup d'hommes, ou bien certains voudraient laisser penser, la formation académique en Côte d'Ivoire n'est pas aussi mauvaise ou nulle qu'on veut le faire croire. Peut-être pas du tout. Certainement qu'il y a des insuffisances. C'est ça. Voilà, comme tout système, qu'il faut certainement améliorer. Et c'est là qu'on veut vraiment que les EGENA, les états généraux, les conclusions des EGENA vraiment soient mises en application, en fait. Voilà, soient mises en application pour nous aider à avoir de tels résultats. Très bien. C'est Herman, une très bonne chose. Herman, dans l'avenir, il souhaite devenir notre petit directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Et il a eu en prix $2000 canadiens. On est dans près de plus d'1 million de francs CFA. Oui, moi je pense que je suis foncièrement un adepte de la dictée. J'ai créé même d'ailleurs la fondation J'aime la dictée. Il y a une page qui a près de 100 000 followers, membres sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de la dictée, même quand ce n'était pas encore revenu dans le cursus. La dictée, je vais dire que ça a on peut dire deux caractéristiques principales. C'est ce qui permet aux gens de comprendre la lecture. Or, lorsque quand tu maîtrises la dictée, tu maîtrises l'orthographe, tu maîtrises la conjugation et les règles de grammaire. Et ces enfants-là, ils ont d'abord, avant de partir remporter ce petit-là, ils étaient 136 candidats au niveau national qui ont compétit. Et à la sortie de là, ils étaient à un certain nombre qui ont pu aller accéder. Il faut rappeler que le concours de dictée PGL, qui est Paul Gérin-Lajoie, c'est un concours prestigieux depuis 60 ans. C'est ça, qui existe depuis longtemps. Donc tout le monde connaît la référence. Arriver à ce niveau-là, moi je pense que il peut effectivement être directeur général de l'OMS un jour, pourquoi pas. Bien sûr, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Messieurs, avant de terminer ce plateau, je souhaite donc qu'on regarde ces images-là qui ont été donc tournées hier de ce qui se passe au niveau
de la résidence de feu le président Henri Konan Bédié, les images des visites, voilà l'atmosphère qui règne, l'atmosphère qui est depuis hier, voilà les prières, les évocations, l'hommage que la nation rend à ce grand homme. Des visites, donc c'est là on voit ici le président du PDCI-RDA, parti fondé par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Après, a eu un deuxième président, le président Henri Konan Bédié, aujourd'hui donc le troisième président qui vient honorer la mémoire de l'illustre disparu. Et toute la semaine, nous allons comme ça être un peu en duplex avec nos équipes sur le terrain pour vous montrer un peu ce qui se passe du côté de la résidence de feu le président Henri Konan Bédié. Monsieur Élysée, quand vous voyez ces images-là, voilà donc l'ancien Premier ministre, vice-président, voilà, Kablan Duncan. Élysée? Moi, quand je vois juste ces images, le sentiment qui me vient à l'esprit et que je veux partager avec tous les Ivoiriens, c'est un sentiment d'humilité. C'est ça. Un sentiment d'humilité de tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de dire, ou ce dont on peut se targuer, c'est juste passager. Un moment viendra où tout ça passera. Mais qu'est-ce qu'on aura laissé dans l'esprit et dans la mentalité collective? C'est la chose qui doit nous guider chaque matin quand on se lève. C'est pourquoi toute l'œuvre qu'on doit poser, à quelque niveau que ce soit, doit être dans l'intérêt de la communauté. Tant que c'est dans l'intérêt personnel, je pense qu'on est en train de rater le but de notre existence sur Terre. Il faut toujours avoir l'esprit de le faire pour la communauté. C'est ce qui est plus important. Très bien. Et ce qui est important, c'est que dans le deuil, nous sommes africains, dans le deuil, il faut faire taire toutes les divergences. Ce n'est pas le moment de dire il y a ça, il y a ça. C'est vraiment le moment d'honorer la mémoire et de soutenir donc, la famille éplorée. On a vu les larmes de douleur donc, que versait à un moment Henri Konan Bédié. Voilà, je préfère dire Henriette Konan Bédié, voilà. La saluer toute sa famille, les soutenir et prier que Dieu les assiste. C'est les moments les plus durs. Voilà. L'annonce, il y a un moment où on peut se permettre d'oublier un peu, mais dès que ces moments-là arrivent, où les visites vont commencer, où la famille va être là pour recevoir le yako, comme on le dit, des uns des autres, la douleur devient vivace, très forte. Dans vos prières et dans nos prières, n'oublions pas la famille de feu l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié. Messieurs, nous terminons donc cette émission. Chers téléspectateurs, nous terminons ce plateau avec ces moments difficiles. Élysée a dit quelque chose de très fort. Après votre passage sur Terre, qu'est-ce que nous allons retenir de vous? C'est l'impact et surtout l'impact que vous allez laisser qui sera donc dans la mémoire immatérielle de vos enfants et de votre génération. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonsoir.